Bien, donc on va commencer ce cours de statistique générale qui s'étend sur un module de 28 heures tout compris. Dans 28 heures, vous avez 5 cours de 2 heures et puis qui sont entrecoupés de travaux dirigés. Alors, un premier commentaire sur statistique. Statistique avec un S ou sans S. Alors, avec un S, c'est les statistiques qu'on lit dans les journaux. Ce sont des indicateurs économiques, les statistiques de l'emploi, du chômage, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est les statistiques. Et la statistique sans S, c'est un ensemble de méthodes, c'est un corpus méthodologique, c'est une science, la science statistique. Donc voilà, statistique avec un S et sans S. Alors là, j'ai mis 4 points pour commencer. Pourquoi un enseignement de statistique? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de justification à donner. La justification, vous l'avez, vous lisez les journaux, il y a plein de statistiques. Pour obtenir justement ces statistiques du chômage, il y a besoin de la science de statistique pour construire les échantillons, faire les calculs, les redressements, tout ce que vous imaginez. Si vous regardez plus proche de nos préoccupations, tout ce qui est publication en biologie au sens large, alors je mets dans la biologie, l'agronomie, l'agroalimentaire, vraiment au sens très large, vous apercevrez qu'il n'y a pratiquement jamais de publication dans laquelle il n'y a pas un recueil de données, soit par enquête, soit par expérimentation, avec une analyse statistique des résultats. C'est un standard de publication. Je crois que de nos jours, vous pouvez quasiment rien publier si vous n'avez pas derrière une analyse statistique. Donc pourquoi un enseignement statistique? Ça, c'est assez simple. Alors pourquoi un enseignement de statistique agrocampus pour des ingénieurs du vivant, on va dire? Parce qu'on pourrait dire, vous reconnaissez un problème de statistique, vous allez consulter un expert et puis qui va vous aider. Alors ça ne fonctionne pas pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut être un peu autonome dans la vie. On ne peut pas toujours dépendre de quelqu'un. Bon, ça, vous percevez très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on est censé tout savoir et jamais avoir besoin de personne. Mais il faut au moins être, je reviendrai sur ce terme, il faut au moins être autonome pour tout ce qui est simple. Première chose. Et deuxième chose, quand vous connaissez les statistiques, eh bien, vous n'expérimentez plus du tout de la même manière. Pire que ça, ou mieux que ça, vous ne concevez plus du tout une démarche scientifique de la même manière. Donc, si vous voulez, il y a un effet indirect, là, quand vous connaissez la statistique, quand vous connaissez beaucoup de méthodes statistiques, vous ne concevez plus du tout la démarche scientifique de la même manière. Je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Alors, quel objectif de formation? En 28 heures, on ne va pas devenir des statisticiens professionnels. Alors, la plupart d'entre vous, en fait, vont suivre 2 modules, hein, j'y reviendrai, qui font en tout 56 heures. Hein. Alors, l'objectif, il est très facile, il est très simple, c'est vous rendre autonome pour les traitements statistiques standards simples. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Il ne faut pas que vous soyez à la merci de quelqu'un, toujours à demander ci, demander ça. Il faut que vous soyez autonome dans les traitements statistiques simples. Ça, c'est l'objectif de formation. Quel programme? Alors moi, je dis que la valeur ajoutée du cours, ce n'est pas tellement ce que vous pensez. Vous vous dites, ah c'est bien si un cours, il explique proprement, il explique bien, il donne envie de travailler. Bon, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. La statistique, c'est un univers très grand. Notre valeur ajoutée, je pense celle du labo, c'est là-dedans les choix qu'on fait. Ça, c'est la valeur ajoutée. Quand on va vous dire, bah, regardez ça, ça et ça. Pourquoi on le choisit? On le choisit parce que c'est ce qui a le plus large potentiel d'application. Donc on essaye de vous donner, dans le temps qui nous est imparti, un éventail de techniques qui vous permet d'aborder des problèmes très divers. Ce qui nous guide, c'est l'examen. Ah, il faut toujours parler d'examen au début. Alors dans l'examen, il y a 2 parties. Il y a une partie un peu scolaire, c'est des exercices en TD. J'en parlerai pas trop. Par contre, il y a à la fin un petit projet que vous devez faire vous-même, par groupe de 2. Et ce petit projet, ben, c'est vous-même qui allez chercher des données chez nos collègues biologistes, écologistes par exemple, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous allez vous-même chercher des données, vous faites vous-même une petite analyse statistique. Alors ça nous guide pour le programme parce que du coup, il faut dans les 28 heures que vous voyiez un éventail de méthodes assez large. Il ne faut pas qu'à chaque fois que vous allez voir un collègue pour dire « Ah, pourriez-vous me passer des données ?» Et il ne faut pas que vous répondiez à chaque fois « Ah ben non, ben ça on ne peut pas le traiter parce qu'on ne se connaît pas les méthodes pour. » Donc ce qui nous a guidés pour faire le programme, c'est d'avoir un éventail de méthodes assez large. Bon, ça ne mange pas de pain, mais c'est au détriment de quoi? C'est au détriment de quelque chose qui ne devrait pas vous manquer. Il n'y a pratiquement aucune démonstration dans le cours. Voilà, c'est le sacrifice qu'on fait. On privilégie le large éventail d'applications, on dit bien de quoi il s'agit, mais toutes les démonstrations techniques, on les passe sous silence. Quand il y a un optimum, on dit, ben voilà, ça optimise ceci, point. On ne démontre pas par des dérivés, annuler les dérivés, ça. On ne fait aucune démonstration qui excède le quart de ligne. Hein, parce que quand vraiment c'est très bref, eh bien, on s'autorise des démonstrations. Alors, plus généralement,
plus généralement, les modules qui vous attendent, plus ou moins prêts, alors j'ai mis S5, S7. Ben oui, parce qu'il y a des étudiants de première année agro, on va dire, et des étudiants de deuxième année agro, donc pour eux, pour les uns c'est S5, pour les autres c'est S7. Donc, statistique générale, eh bien c'est le premier alinéa, finalement vous êtes ici. Donc on a deux modules qui se déroulent dans cet amphithéâtre, hein. Statistique générale, 28 heures, et modèle linéaire et analyse donnée, encore 28 heures. Un premier module, statistique et de la décision, ça c'est un module optionnel qui est accessible aussi bien en S6, c'est au mois de juin, qu'en S8. En S8, c'est-à-dire quand vous serez en deuxième année pour ceux qui sont en première année, à la fin de cette année pour ceux qui sont déjà en deuxième année, eh bien il y a un ensemble de modules que je vous ai indiqués ici. Et puis dernier point, je mentionne la spécialité de statistique appliquée qui a bon an mal an une vingtaine, entre 20 et 24 étudiants. Alors, où allons-nous? Eh bien justement, je rebondis sur cette spécialité de statistique appliquée pour vous donner des titres de master. Je les ai mis dans l'ordre dans lequel ils sont passés, tout simplement. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y a certains sujets qui sont les mêmes. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et dans lequel vous travaillez. Donc là, ce n'est pas ce que vous allez savoir faire au bout du module. Mais c'est intéressant de voir, pour les élèves qui se spécialisent le plus en statistique, où est-ce qu'on les emmène. Alors, où est-ce qu'on les emmène? Eh bien, quand vous regardez tout ceci, vous voyez par exemple, profil sensoriel de crème chez Dior, médicaments associés à des risques d'accident, à l'INSERM, développement de nouveaux produits chocolatés chez Cacao Barry. Au CNAM, vous avez analyse des données sur l'épidémiologie du sida. Au CEMAGREF, vous avez des analyses dynamiques de communautés végétales, donc ça c'est de l'écologie pure et dure. Hein. Toujours en écologie, si vous regardez ici, CNRS, SUSE, estimation de l'abondance des rapaces en France. Ce qui est frappant dans cette liste, moi ce qui m'a frappé, il n'y a pas un seul sujet qui s'intitule méthode statistique, étude de la méthode statistique X, Y, Z. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on fait, c'est dans une perspective d'application. Même quand on est tout au bout, si je puis dire, dans l'enseignement de statistique ici, à savoir la spécialité de statistique appliquée. Donc ça vous donne une idée des perspectives dans lesquelles nous travaillons. Alors je vous ai dit, quand on connaît la statistique, quand on a une idée des méthodes, on n'a plus du tout la même démarche qu'avant. Alors là, je prends un exemple, c'est un vrai mémoire. Ce n'est pas un mémoire de stats, d'ailleurs, c'est un mémoire d'agroalimentaire. Regardez de quoi il s'agissait. Combinaison de 3 édulcorants pour une boisson. Bon. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une boisson sucrée, on va combiner des édulcorants parce qu'il y a des tas d'aspects législatifs qui fait qu'on ne peut pas mettre ceci à telle dose, cela à telle dose, il y a des tas de contraintes. Donc, la démarche consiste d'abord à fabriquer des essais, et puis ces essais, on va les faire déguster. Donc, il va y avoir une évaluation sensorielle. C'est le deuxième point. Donc, quand on est ici, fabrication d'essais, évaluation sensorielle. L'évaluation sensorielle, si je vous invite à déguster des boissons sucrées, je ne peux pas vous en donner 150. Je ne peux vous en donner qu'un tout petit nombre. Donc, on a un nombre limité d'essais. Et dès l'instant qu'on a un nombre limité d'essais, alors se pose un problème de construction de plan d'expérience. Comment je vais choisir mes essais pour ne pas en avoir trop, mais pour balayer quand même tout l'univers des boissons. Voilà. Donc ça, c'est un premier moment où intervient la statistique. Vous voyez, quand on a cette idée-là en tête, évidemment, c'est très important. Ensuite, on a des résultats. Eh bien, ces résultats, on va les analyser statistiquement. Alors, d'abord, on a un concept de profil sensoriel. Vous avez dégusté, vous avez répondu, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer, sucré, est-ce que ça sent la vanille, etc. Vous avez répondu à des tas de questions. Bien. Alors, toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle des descripteurs sensoriels. On utilisera souvent ce mot de descripteur. Alors, la première partie de l'analyse, ça consiste tout simplement à essayer d'expliquer ces descripteurs. Par exemple, la perception du sucré. 0, vous percevez rien. 10, vous percevez ça de façon extrême. On va essayer d'expliquer ça. Expliquer en fonction de quoi? En fonction de variables dites explicatives qui sont le produit. Vous ne donnez pas la même réponse selon le produit qu'on vous soumet, bien sûr. En fonction du juge, vous-même, vous avez des seuils de perception très différents. On n'obtient pas la même réponse selon qu'on intéresse Pierre ou Paul. Donc on est bien dans une situation où on essaye d'expliquer une note sensorielle, qui est quantitative, par des variables explicatives qui, elles, sont qualitatives. Quand on dit le produit 1, le produit 2, le produit 3, le produit 2, il n'est pas intermédiaire entre le 1 et le 3. Il y a une technique qui s'appelle l'analyse de variance, qui est un élément que l'on va aborder dès le 4e cours.
Alors ici, je vous ai montré une synthèse graphique. Qu'est-ce que c'est cette synthèse graphique? Les marketeurs, ils adorent ça. Je ferai souvent allusion au problème de marketing, car le marketing est un gros consommateur de statistiques. Ici, vous avez stylisé ce qu'on appelle un espace produit. Voilà. On avait par exemple 7 produits. Eh bien, on s'aperçoit ici que parmi ces 7 produits, eh bien voilà, il y en a 3 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Il y en a 2 ici qui se ressemblent aussi. Et puis il y en a un qui est tout à fait isolé. Ça, c'est une synthèse graphique de l'ensemble des données. On vous apprendra aussi à faire ce genre de synthèse graphique. Quand vous maîtrisez ceci, vous voyez plus du tout, vous comprenez, vous ne voyez plus du tout le problème de la même manière, hein, quand vous savez que ceci est à votre disposition. Alors, dernier point, il faut quand même qu'on trouve un optimum. Dans notre cas précis, eh bien, on a une variable à expliquer qui est une variable sensorielle, par exemple la préférence. Hein. Et puis on a des variables explicatives qui, cette fois, sont des teneurs en édulcorant, parce qu'il faut qu'on donne au patron, il faut qu'on lui donne la composition. Donc il faut qu'on voit comment évolue la préférence en fonction de la composition. Eh bien, j'essaye d'expliquer une variable quantitative à partir de plusieurs variables quantitatives. C'est la régression, c'est aussi une méthode qu'on va aborder. Hein. Voilà, dans cet exemple de stage, vous voyez, la statistique est omniprésente. Et ce qui m'a frappé, surtout que c'était un étudiant qui n'était pas du tout en spé-stat, il était en agroalimentaire, il avait vraiment conçu toute sa démarche scientifique en fonction des méthodes statistiques qu'il connaissait. Alors il les connaissait plus ou moins, c'était pas le roi de l'analyse de la variance, mais il savait qu'il fallait faire une analyse de variance, puis après il s'est réassuré, soit en regardant ses cours, soit en regardant des livres, soit éventuellement en nous demandant pour les aspects techniques les plus pointus. Mais il savait quelles questions nous poser, ça c'est très important. Alors pour vous aider, la maison ne recule devant aucun sacrifice, on fait des films comme vous le voyez, on a des cours en ligne. Il y a aussi 2 livres, hein, Statistiques générales pour utilisateurs, méthodologie, 2e édition qui vient de sortir spécialement pour vous le 1er septembre. Elle sortira grand public que le 1er novembre. Alors, ces livres sont disponibles dans tous les bons kiosques sur la formule. Ils sont aussi disponibles au laboratoire de mathématiques pour des prix défiant toute concurrence, puisque c'est 8 € celui de cours et 9 € celui d'exercice. Bâtiment 24, paiement liquide exclusivement, petite parenthèse publicitaire, c'est le meilleur rapport prix-poids du marché, sans aucun doute. Voilà, donc avec ça, si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait à désespérer. Donc on va redémarrer maintenant le cours proprement dit par la description d'une série de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une série de valeurs? On a une série de nombres. Ces nombres, ce sont des variables qu'on a obtenu à partir d'individus statistiques. Ah, alors ça c'est un concept important, le concept d'individus statistiques. Par exemple, j'ai mesuré les tailles d'étudiants. L'individu statistique, ici c'est facile, c'est un individu au sens d'une personne, et puis j'ai une variable quantitative qui est la taille. Ça c'est facile. Maintenant, je demande quelques renseignements à la direction des formations. Je dis, donnez-moi quelques informations sur l'origine sociale des étudiants. Et elle me dit, ben voilà, des enfants d'ouvriers, il y en a tant, des enfants d'employés, il y en a tant, des enfants de profession libérale, il y en a tant, etc., etc. Ah, mes données ne se présentent pas directement sous la forme d'une liste d'individus avec des valeurs. Elles ont été agrégées là. Donc ici encore, l'individu statistique, ici, c'est une personne, vous en l'occurrence, hein, et cet individu statistique est renseigné par une variable qualitative cette fois. La variable qualitative, CSP, ouvrier, employé. Si je code ouvrier par 1, employé par 2, cadre par 3, un employé, ce n'est pas la moitié d'un ouvrier et d'un cadre. Hein. Voilà où on en est. Série de valeurs, vous notez le concept important d'individu statistique. Quand vous commencez un travail, dites-vous, quel est l'individu statistique? Quelquefois c'est facile, quelquefois ça ne l'est pas, notamment lorsque les données sont déjà agrégées. Vous cultivez des parcelles avec différentes variétés de blé, vous mesurez les rendements, là l'individu statistique, cette fois c'est une parcelle. Vous êtes en sciences du sol, ah, ça va être plus difficile là. Vous êtes en sciences du sol, vous faites des mesures sur le sol et des mesures par horizon. Les horizons, c'est les différentes couches. Selon vos analyses statistiques, votre individu statistique, ça va être l'horizon, parce que j'ai des mesures par horizon, ou au contraire le sol, parce que j'ai des mesures par le sol. Voilà. Donc on est souvent confronté à des études dans lesquelles on a 2 niveaux. Ici, c'est le sol et d'autre part, les horizons. Vous faites des enquêtes auprès des exploitations agricoles, vous avez l'individu d'exploitation agricole, mais souvent vous faites des mesures sur des parcelles. Et votre individu statistique, c'est la parcelle. Donc retenez bien ceci, individu statistique, souvent c'est très simple, quelquefois,
eh bien, quelquefois, ça se discute parce qu'on a plusieurs niveaux qui sont en concurrence, d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut étudier les parcelles ou est-ce qu'il faut étudier les exploitations? Eh bien, ça dépend des problématiques. En tout cas, il faut se poser la question en ces termes. Alors, une série de valeurs numériques, quand on en a beaucoup, il va bien falloir en faire une synthèse. On ne va jamais se contenter de dire, ben voilà, j'ai mesuré la taille des étudiants, et bien voilà, Pierre, il mesure 1m80, Paul, il mesure 1m82, etc. Je ne vais pas prendre la liste, ça ne m'intéresse pas du tout. L'individu statistique, c'est un maillon très très important, mais il y a certains moments, je vais l'oublier, pour faire des synthèses. Alors pour faire des synthèses, j'ai deux outils qui sont fournis par la statistique. Le premier outil, ce sont des graphiques, hein, et le deuxième outil, ce sont des indicateurs. Et puis ensuite, on verra d'autres aspects. Alors commençons par les graphiques, et commençons d'abord par le cas où la série est une variable qualitative. Alors on dit aussi variable nominale, on dit aussi catégorielle par une traduction de l'anglais categorical. Alors ce qu'il faut bien distinguer dans la variable qualitative, ça il faut bien le noter, c'est le concept de variable, par exemple la couleur des yeux, le concept de modalité, par exemple bleu, brun, noisette, etc. Donc distinguez bien la variable, par exemple la couleur, et une variable, ça prend différentes modalités, bleu, blanc, rouge, puisqu'on a les couleurs. Quand vous avez un tableau de données, généralement, vous avez deux possibilités, quels que soient les logiciels, pour coder. Vous pouvez dire, moi je code avec des libellés. Donc dans mon fichier, Excel par exemple, j'écris bleu, blanc, rouge, etc. avec du texte, une variable qu'on pourrait appeler d'alphabétique. Sur un plan, c'est une variable qualitative, mais que je code de façon alphabétique. Quelquefois, on a les données qui sont déjà chiffrées sous forme numérique. C'est-à-dire, on a dit une fois pour toutes, ben voilà, bleu c'est 1, blanc c'est 2, rouge c'est 3. Alors l'intérêt de ce codage, c'est que souvent les logiciels classent les modalités par ordre alphabétique. Et nous, quelquefois, on ne veut pas l'ordre alphabétique. Alors c'est peut-être pratique de mettre 1, 2, 3, 4. Sachant que par ailleurs, on sait ce que c'est que 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà. Donc vous avez ces deux possibilités techniques. Quand vous faites un codage numérique, votre variable, elle a une apparence numérique, mais ce n'est pas une variable quantitative. Hein. Si on a codé blanc par 2, blanc, ce n'est pas la moitié de bleu et de rouge. On est bien d'accord. Il faut faire très attention à ça. Je me permets d'insister un peu lourdement. Au fond de vous-même, vous pouvez vous dire, il nous prend pour des cloches ou pas. Ben, oui et non, c'est-à-dire que nous remarquons, mes collègues et moi, que souvent, vous n'êtes pas complètement au clair sur les types de variables, pour des raisons qu'on ne sait pas encore parfaitement bien expliquer. Donc, il faut noter ceci. Attention, importance de bien distinguer les types de variables, quantitatif, qualitatif. On en verra un autre tout à l'heure. Et là, pour le moment, on démarre par une variable qualitative. Alors, les données brutes. Les données brutes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas difficile. On a tous nos individus. Alors, petit i, c'est souvent l'indice qu'on réserve pour les individus. Petit n, le nombre d'individus. Et puis, je vais noter xi, la valeur de la variable x prise par i. Cette valeur pouvant être numérique ou alphabétique. Bien. Alors, ces données, ce n'est qu'un intermédiaire de calcul. Généralement, on va agréger les données. Et vous reconnaissez dans le tableau des données agrégées en dessous les modalités. Donc, petit m varie de 1 à grand M. Donc, grand M, c'est le nombre de modalités. Et à chaque fois, je note la fréquence. N1, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité 1. Nm, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité M. Alors, le mot fréquence a une petite ambiguïté. Quelquefois, on précise fréquence absolue. Donc, fréquence absolue, c'est les comptages. Nombre d'individus qui. Fréquence relative, c'est le pourcentage des individus qui. La fréquence relative étant l'analogue d'une probabilité, souvent. Alors, ici, le mot fréquence, ici, je l'emploie généralement au sens de comptage, c'est-à-dire au sens de fréquence absolue. Tout le monde ne fait pas la même chose, donc quand vous lisez le terme fréquence quelque part, il faut que vous regardiez si est-ce que c'est bien le comptage ou est-ce que la personne a déjà transformé en pourcentage. Donc ça, il faut le savoir. Alors, pour le graphique qui est mis à notre disposition, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Alors c'est un vieux diagramme. Vous avez dans le poly un peu plus loin le premier diagramme en bâton de l'histoire, de la statistique. Alors qu'est-ce que je représente ici en abscisse? Les différentes modalités. Et puis en face, à la verticale de chaque modalité, je trace un bâton dont la longueur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Bon. Ça c'est excessivement simple.
Vous n'avez pas besoin de moi pour imaginer ces graphiques que vous prenez dans Excel. Hein. Alors, regardez bien ici. Ça, c'est un jeu de données auquel je ferai souvent allusion. C'est un très beau jeu de données qui est très ancien. Hein. On disposait pour tout le secteur de Rennes, toute l'académie de Rennes, des notes des étudiants qui présentaient le bac scientifique. C'était le bac S à l'époque, les données. Elles ont bien 25 ans. Hein. Bien. Donc on a 900 étudiants, et pour ces étudiants, on a différentes choses. On a les notes qu'ils ont obtenues pendant l'année, et puis on a les notes qu'ils ont obtenues au baccalauréat. C'est source de très belles applications statistiques. Et on leur demandait aussi à quel lycée ils appartiennent. Alors ceci étant confidentiel, les lycées sont représentés par numéro. Alors ici, j'ai représenté le diagramme en bâton de la variable lycée. Voilà. Donc je sais que dans le lycée 1, eh bien, des étudiants, il y en avait 24. Dans le lycée 2, il y en avait 19, etc. etc. Bien. Première idée. Quand vous voyez ça, bon, bah, c'est bien, mais ce n'est pas très lisible. On se rend compte un peu de la disparité des lycées. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette façon de travailler dans laquelle on trie les modalités par effectif croissant ou décroissant, généralement décroissant. Donc, sur un plan mathématique, il ne se passe rien, on a simplement trié. Bon. Et aussitôt, on voit apparaître des tas de choses sur ce nouveau graphique. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître ici un premier paquet, on voit ici apparaître un deuxième paquet, on voit ici apparaître un troisième paquet. Toutes choses qu'on ne voit pas quand ce n'est pas trié. Alors maintenant, l'interprétation, bah, vous la devinez. Hein. Le premier paquet ici, ce sont des lycées dans lesquels on a visiblement 3 classes. Hein. Ici, on a 2 classes, et puis ici, on a une seule classe. Hein. Donc en plus, on a l'interprétation, c'est très joli. Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Je vais vous montrer l'importance qu'il y a à trier dans un diagramme en bâton les modalités par effectif décroissant. Vous risquez de voir des tas de choses que vous ne voyez pas dans l'autre cas. C'est ce qu'il faut retenir. Donc toujours faire les histogrammes triés. D'une manière générale, la notion de tri en statistique est capitale. C'est-à-dire qu'on va faire des tas de calculs, et puis on va trier tous ces calculs. L'ordinateur va nous permettre de faire des tas de calculs. On va trier tous ces résultats par intérêt décroissant. Alors, je dois dire, une bonne partie de notre activité consiste à ceci. Bon, alors voilà ce premier exemple à propos du diagramme en bâton. Alors, on rencontre aussi ce qu'on appelle le diagramme circulaire, le fameux camembert. Bon, il n'y a que les Français pour appeler ça camembert, mais cette appellation est quand même sympathique. Alors, dans le diagramme circulaire, on dit aussi diagramme en secteur, ça fait plus chic. Hein. Bah, vous savez comment ça marche. Hein. La surface d'un secteur est proportionnelle à l'effectif qu'on veut représenter. Alors, ici aussi, on peut trier, d'accord, les modalités par effectif croissant ou décroissant, tout dépend dans quel sens on tourne. Alors, première remarque, le diagramme circulaire, vous voyez, dans ce cas précis, bah, c'est affaire de goût, mais moi je préfère le diagramme en bâton. Le diagramme circulaire, à mon avis, il est efficace dans 2 cas. Premier cas, quand on n'a pas trop de modalités. 6, 7, 8, 9, 10, par exemple. Bien. Et deuxième cas, quand l'addition des modalités a un sens. Alors, le plus bel exemple de diagramme circulaire, il n'est pas circulaire, il est semi-circulaire, c'est la Chambre des députés. Donc, on représente par un demi-camembert, okay, avec des secteurs qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bien. Donc, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que quelquefois, vous regardez les résultats et vous dites, bah, tiens, quand je totalise extrême gauche et gauche, j'obtiens la majorité absolue, ou je ne l'obtiens pas. Donc, l'intérêt de ce diagramme, qu'est-ce que c'est? L'intérêt de ce diagramme, c'est qu'on peut visuellement additionner facilement des secteurs contigus. Alors, quand ceci a un sens, il faut absolument faire diagramme circulaire. Hein? Ici, on pourrait imaginer qu'on a les lycées de Rennes, ville, et puis les lycées hors Rennes, parce que dans l'académie de Rennes, il n'y a pas que Rennes. Bon, ça peut être ça. Ou on est les lycées publics, les lycées privés, et puis on fait les additions. Vous voyez? Donc, vous retenez ceci. Le diagramme circulaire est intéressant quand on n'a pas trop de modalités, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et puis surtout, autre bon critère, lorsqu'on veut faire des additions, eh bien, on met les secteurs de façon contiguë. Alors, on rencontre souvent le diagramme circulaire comme ça, en perspective cavalière. Hein, c'est c'est le dessin que vous avez sur la droite. Alors ça, évidemment, ce diagramme circulaire est totalement déconseillé parce qu'il déforme la réalité, il avantage les secteurs qui sont devant. Donc il y a une certaine esthétique, beaucoup de gens font ça, mais on perd de l'efficacité.
Alors, on pourrait le démontrer, hein, on ne le fait pas, on pourrait faire les petites expériences psycho. Bah, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de projet personnel. Vous prenez une série de diagrammes circulaires bien à plat, une série de diagrammes circulaires, en choisissant judicieusement ce que vous mettez devant. Vous les montrez, je ne sais pas moi, 15 secondes à quelqu'un et vous lui demandez d'interpréter. Vous montrez l'autre 15 secondes à quelqu'un, vous demandez d'interpréter. Ensuite, vous comparez la justesse des interprétations. Hein, donc voilà, ça c'est des petites expériences de psycho qui sont peut-être intéressantes pour étayer le fait qu'on voit bien ici, les secteurs qui sont devant sont largement avantagés, ils sont plus gros. Donc on perd tout le bénéfice visuel. Hein, les statisticiens sont très durs vis-à-vis de ces diagrammes circulaires, qui pourtant sont très utilisés. Voilà pour les variables qualitatives. En résumé, qu'est-ce que vous retenez? Il y a deux idées importantes. Hein. Les diagrammes en bâton, pensez à les trier par effectif décroissant. C'est très efficace pour une technologie très simple, premièrement. D'ailleurs, dans Excel, c'est quasiment sur option. Hein. Le diagramme circulaire, pas trop de modalités, jamais en perspective cavalière, et mettre de façon contiguë les secteurs que vous pouvez éventuellement additionner. Alors, l'autre type de variable quantitative, on dit aussi quelquefois variable continue. Alors, ce n'est pas continu au sens mathématique du terme, hein, vous en doutez bien. C'est-à-dire que quand on fait des mesures, on a toujours un nombre fini de chiffres significatifs, 4, 5, 6, 7, ça dépend. Hein. Maintenant, on a quelquefois des machines qui nous en donnent beaucoup, mais de toute façon, ce n'est pas continu au sens strict, c'est continu pour les statisticiens. Hein. Alors, les données, eh bien, elles s'écrivent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, vous reconnaissez un tableau dont les lignes sont les individus. Ça, c'est un type de tableau qui reviendra constamment. Vous avez ici le numéro d'individu, petit i varie de 1 à n. Vous avez une colonne dédiée à la variable x, et puis xi, c'est la valeur de la variable x pour l'individu i. Donc au niveau des notations, c'est exactement comme tout à l'heure. Simplement cette fois, le xi n'est plus un numéro de modalité, 3, ou un libellé de modalité, bleu, mais une valeur numérique, par exemple 15 kg, 75 quintaux, etc. Alors, quand on a toutes ces données, on veut bien sûr en faire une description synthétique. On va utiliser des données agrégées, comme tout à l'heure, sauf que cette fois, on va construire des intervalles de variation. On va construire des intervalles de variation. Alors ici, vous voyez, on a l'intervalle AB, entre A et B, voilà. Ici, on va représenter X, A, B. Eh bien, on dit qu'entre A et B, on a quel effectif? N, et puis je mets comme indice de AB. Et puis quand je prends le dernier intervalle, M, eh bien, je vais noter NM, l'effectif des individus dont la valeur est comprise dans le dernier intervalle. Bien. Donc, c'est très très proche de ce qu'on a vu tout à l'heure. Simplement, cette fois, je vais construire moi-même les classes. Je vais dire, voilà, j'ai la variable âge, par exemple, je vais compter moins de 20 ans, entre 20 et 30, 30, 40, 40, 50, etc. Bon. Donc, du coup, j'obtiens en quelque sorte une variable qualitative et je compte le nombre d'individus qui ont moins de 20 ans, entre 20 et 30, 30, 40, etc. etc. Bien. Comment on le représente? Alors, on va le représenter par un graphique qui ressemble au diagramme en bâton, mais qui n'est pas un diagramme en bâton. Regardez bien ici. X, c'est notre variable numérique. Par exemple, l'âge, si je reprends l'exemple de l'âge. Bien. AB, bah, c'est ma tranche d'âge. Par exemple, entre 20 et 30 ans. Alors, je vais tracer ici un rectangle. C'est bien un rectangle, ce n'est pas un bâton. Et la surface de ce rectangle, ici, est proportionnelle à l'effectif. C'est la surface qui est proportionnelle à l'effectif. Donc, à la différence du graphique précédent, l'échelle des ordonnées, ce n'est pas des effectifs, c'est ce qu'on appelle une densité. Alors, le mot densité ici, il a exactement le même sens que densité d'habitants au kilomètre carré. Hein. Alors, regardez bien. Ici, j'ai un effectif, et cet effectif, si je le divise par cette longueur, donc la surface, hein, la surface, si je divise par cette longueur, j'obtiens ceci. Donc, je calcule une densité, c'est-à-dire un effectif ramené à l'unité. Tout simplement. Donc, c'est une densité, c'est quelque chose qui va avoir une grande importance par la suite. Alors, pourquoi il y a une confusion? Il y a une confusion parce que souvent, on prend des intervalles qui sont de longueur identique. D'ailleurs, vous avez bien vu, dit 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, ok? Donc dans ce cas-là, c'est un peu jouer sur les mots. Vous pourriez dire, bah, écoutez, votre histogramme, ça ressemble à un diagramme en bâton. Ouais.
Sauf que, je vous ai dit aussi, on prend de 0 à 20. Pourquoi je prends de 0 à 20? Parce que j'ai beaucoup moins de monde là. Et puis après, je m'arrête à 80, puis je dis plus de 80. Donc vous voyez que même dans la pratique, on est souvent amené à avoir des intervalles qui ne sont pas de même longueur, notamment sur les bouts. Sur les bouts, on va dire moins de, plus de. Donc il y a en l'occurrence ici moins de 20 ans, je les compte, entre 0 et 20, donc plus de 80. Par exemple, entre 80 et 100, ou entre 80 et 95, si mon personnage le plus âgé fait 95. Donc on est amené quelquefois, finalement assez souvent, quand on y réfléchit, à avoir des histogrammes avec des intervalles qui ne sont pas de même longueur. Alors, on va prendre un petit exemple. Alors, je reprends l'exemple que je vous ai déjà cité. Cet exemple que je vous ai déjà cité, c'est celui où on a 909 élèves, et puis j'ai différentes notes. Alors ici, j'ai pris la note en maths au premier trimestre. Alors vous avez 5 histogrammes. Ces notes, elles sont souvent entières, elles sont souvent par demi-point. Donc on va avoir des problèmes de bornes. Vous voyez, ici, est-ce que je dois prendre la borne inférieure incluse ou exclue? J'ai deux possibilités qui me donnent deux histogrammes qui sont finalement de nature un petit peu différente, quand je regarde ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que je vais de demi-point à demi-point, certes, mais j'ai beaucoup d'individus qui sont sur les bornes. Donc selon que je mets la borne d'un côté ou de l'autre, c'est sensible. Alors, quand on voit ce type d'histogramme, on peut se dire, oh c'est bête, on a 909 individus. Si j'ai 909 individus, je peux faire beaucoup de classes, je vais être bien plus précis. Donc du coup, je fais plus de classes. Donc je divise en 40 intervalles ici. Alors quand je divise en 40 intervalles, vous voyez, j'ai une espèce d'irrégularité là. Oui, cette irrégularité, elle vient d'où? Elle vient du fait que j'ai moins de personnes, donc je peux en avoir un peu plus, un peu moins dans chaque classe, de façon, on va dire, aléatoire, entre guillemets. Et ça me donne des disparités. Alors vous remarquez au passage que j'ai bien ici une densité et non pas un effectif. Ce qui veut dire que cet histogramme-là est parfaitement superposable à celui-là. Avec du papier calque, je les superpose. Alors que ici, bien sûr, j'ai pour chaque classe des effectifs qui sont en gros 2 fois plus petits. Ce que je vois d'après la surface. Mais vous voyez, du point de vue hauteur, c'est parfaitement comparable. Alors comme ici j'ai des petites aspérités, je me dis, non, je vais faire l'inverse. Je vais prendre plutôt un découpage en 10 intervalles, de 2 points. Voilà ce que ça me donne. Puis tant qu'à faire, j'essaye. Là, voilà, j'en ai fait avec des intervalles de 8, 9, 10, 11, 3 points. Voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, quand je suis dans les bouts ici, vous voyez, j'ai des choses qui n'ont pas la même longueur. Vous voyez, ici, je vais de 0 à 2,5. Donc ici, j'ai un intervalle qui a une longueur de 2,5, alors que les autres font 3. Je suis bien content d'avoir la densité, qui me permet d'avoir quelque chose d'homogène. Et vous voyez, ce n'est pas un exemple tordu, c'est un exemple tout à fait naturel, celui où on n'a pas la même longueur d'intervalle dans les bouts. Alors maintenant, que choisir? Ça, c'est vous qui voyez. La statistique met à votre disposition des outils. Et ici, quelle est l'idée là? Il y a plusieurs idées qui interviennent. La première idée, c'est la notion de densité, qui permet d'avoir des intervalles éventuellement de longueur différente, notamment dans les bouts. Et puis l'idée qu'il y a ici, en subliminal, c'est de dire, mais finalement, comment on fait pour choisir le nombre de classes? C'est tout un travail que de faire un bel histogramme, figurez-vous. Alors souvent, vous cliquez sur un logiciel, il vous prend un nombre de classes par défaut, ou quelquefois vous demandez un nombre de classes. Vous retenez de ceci qu'il faut essayer différents nombres de classes et vous prenez ce qui vous arrange. Alors, je fais exprès de dire qui vous arrange. Vous savez, la statistique est réputée pour être très manipulatrice. Mais là, c'est ce qui vous arrange au bon sens du terme. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Moi, j'ai l'impression que le dernier histogramme est moins précis, certes, mais il me suffit pour dire que j'ai une distribution qui est unimodale. Je n'ai pas une distribution bimodale. J'aurais une distribution bimodale si j'avais par exemple des élèves d'origine très différente, avec des niveaux très différents, par exemple. Ou si j'avais 2 groupes de TD, et puis j'ai 2 groupes de TD, puis il y a un groupe de TD qui a fait exactement l'exercice de l'examen en TD. Alors évidemment, il va avoir des meilleures notes. Bon, donc je n'ai pas quelque chose de bimodal, j'ai quelque chose de unimodal. Il y a un seul maximum. Bon. Aussi, je vois une légère dissymétrie, vous voyez ici, que je voyais ici, bien sûr, mais je la vois aussi bien ici. Donc ici, il y a un peu l'argument de simplicité. Moi, si j'ai à présenter l'histogramme, c'est le dernier que je présenterai. Pour vous dire, écoutez, en gros, la répartition est unimodale, c'est ce que j'attends. Elle est légèrement dissymétrique, et je vous laisse le plaisir d'interpréter cette dissymétrie.
hein. Donc, quand on dit vous prenez celui qui vous arrange, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire qui correspond à ce que vous voulez montrer. Bien sûr, je vois aussi ici que c'est unimodal. Hein. Ici, ça vous voyez, ça n'allait pas tout à fait là. Hein. Donc ça serait pas bon, ça, par exemple. Ça serait pas bon. Parce que je sais bien que j'ai des petites... je n'ai que 900 points. Donc pour les histogrammes, vous retenez bien ceci. Premièrement, la notion de densité. Un histogramme, ce n'est pas un diagramme en bâton. Même si dans le feu de l'action, vous direz diagramme en bâton, plus exactement, dans le feu de l'action, vous appellerez histogramme des diagrammes en bâton. Ce n'est pas très grave. Ce qui est plus important, c'est d'avoir en tête ce concept de densité, parce que ce concept de densité vous permet de faire des histogrammes propres, à savoir les deux intervalles aux extrémités sont de longueur différente. À part ça, c'est assez rare qu'on ait besoin d'intervalles de longueur différentes, même si ça peut arriver. Première idée. Deuxième idée, faire un bel histogramme, c'est du travail. C'est du travail. D'une manière générale aussi, on peut dire que quand vous voyez quelque chose qui est simple, c'est qu'il y a du boulot derrière. Ça, c'est une chose que vous pouvez noter, qui est un problème assez difficile, parce qu'après, vous faites un travail, vous avez un bel histogramme, et quand vous le montrez, tout est évident, et la personne ne voit pas qu'il y a du travail derrière. Donc il faut déjà une certaine réflexion sur les choses, une réflexion épistémologique, pour comprendre que si quelque chose est très simple, eh bien c'est qu'il y a du boulot derrière. Et c'est pas parce que c'est simple comme ça, naturellement. Ça, je me permets d'insister un petit peu là-dessus. Alors ça, c'est un graphique qui n'est pas très usité, mais qui, en l'occurrence, ici, est très joli. Je prends ma variable quantitative. Donc là, c'est des notes. Hein. C'est les notes de tout à l'heure. C'est notes en maths au premier trimestre. Hein. Bon. Mais, au logiciel, je lui déclare ces notes comme une variable qualitative. Je dis, en fait, ce n'est pas des chiffres, c'est des libellés. Donc lui, quand il voit 8,5, il prend ça comme un libellé. Quand il voit 12,3, il prend ça comme un libellé. Donc il prend ça comme une variable qualitative, et il compte le nombre de fois qu'il a vu 12,5, qu'il a vu 8,3, etc. Ok? Donc là, je prends mon logiciel ordinaire, d'accord? Simplement, je déclare ma variable quantitative comme une qualitative. Donc il va me compter tous les ex-aequo. Alors c'est sûr que dans un cas comme ça où j'ai beaucoup d'ex-aequo, c'est intéressant. Alors regardez le diagramme en bâton qu'on obtient. Vous remarquez d'abord ici, il y a quelques bâtons là, qui ont une distribution un peu unimodale, là, si je puis dire. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais enfin. Ce qui correspond aux notes rondes. Vous voyez, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez des notes qui sont beaucoup plus répandues que les autres. C'est les notes rondes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein? Bon. D'où ça vient ça? Ça vient que là-dedans, vous avez des tas de lycées dans lesquels il n'y a eu qu'une seule note pendant l'année. Et puis, les enseignants, ils ont plutôt tendance à mettre des notes rondes. Bien. Ensuite, vous avez une deuxième couche, si je puis dire. Ici, regardez, vous avez des bâtons qui épousent la même forme, mais qui sont plus courts. Les voilà. Et ça, ce sont les demi. Vous voyez? 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5. C'est étonnant, hein? Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Vraisemblablement, il y a des enseignants qui mettent éventuellement des demi-points. Et puis il y a des enseignants qui mettent des notes rondes. Simplement, comme il y a deux examens, de temps en temps, on tombe avec des demi-points. Donc on voit bien que ceci va être beaucoup plus fréquent. Hein. Et puis après, vous avez un écheveau de notes particulières, parce qu'il y a eu 3 examens, parce qu'il y a eu des demi-points, il y a eu ci, il y a eu ça. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de ceci? Vous retenez de ceci que quelquefois, j'ai d'autres beaux exemples, mais celui-là est très facile à interpréter, très joli. Quelquefois, c'est intéressant de considérer votre variable quantitative comme qualitative, donc vous trompez un peu le logiciel, il prend vos notes comme des libellés, et vous faites le diagramme en bâton ordinaire. Et c'est là que vous allez vous apercevoir d'accumulation d'ex-aequo. Et cette accumulation d'ex-aequo peut en dire long sur la façon dont les valeurs ont été recueillies. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très joli. Donc, on a cette idée-là, qui n'est pas très courante, hein, mais que j'ai utilisée plusieurs fois avec profit. Alors, on est toujours dans les graphiques. Il y a un graphique, moi, que j'aime bien, qui n'est pas très répandu. On appelle ça une représentation axiale. Alors, représentation axiale, c'est sûr qu'avec 900 points, ça ne va pas le faire. Ça n'a pas d'intérêt. Mais quand je n'ai pas beaucoup de points, moi, je trouve que c'est commode. Alors, vous voyez ici, j'ai pris la note maths au bac, et puis j'ai sélectionné 15 individus avec bac incomplet. En fait, dans mes 900 individus, j'avais 15 individus qui n'avaient des notes qu'en maths et en physique. Alors, ce n'est pas des données manquantes au sens usuel du terme, ça n'a pas du tout été perdu. Ce sont des étudiants qui avaient déjà un bac,
et qui ont voulu avoir le bac scientifique. Donc ils n'ont eu à repasser que maths et physique. Donc là, je représente ces individus. Alors ici, bon, j'anticipe sur d'autres choses, mais j'ai distingué les candidats libres et les lycéens. Les candidats libres, ce sont ceux qui préparent chez eux. Donc voilà, vous avez tous ces individus. Et là, visiblement, eh bien, le lycée a un petit effet positif, hein, ce qu'on peut voir ici. J'anticipe un petit peu en disant ça sur des choses qu'on verra plus tard. Donc cette représentation axiale, moi je trouve ça assez pratique dans certains cas, notamment pour voir d'éventuelles irrégularités de distribution quand j'ai peu d'individus, auquel cas l'histogramme n'a pas de sens, hein, si j'ai peu d'individus. Alors, un dernier type de variable. Les variables qualitatives à modalité ordonnée. Alors, ces variables qualitatives à modalité ordonnée, vous en trouvez beaucoup dans les enquêtes. Dans les enquêtes, il y a une façon de poser des questions qui consiste à fournir à la personne interrogée une liste d'items. Un item, c'est une petite phrase. Voilà, petite phrase, il faut développer l'électricité nucléaire. Ça s'appelle un item. Et puis on ne pose jamais un seul item. Ce que l'on présente, c'est une batterie d'items. Donc je m'intéresse à votre attitude à l'égard de l'environnement. Je vais vous proposer une vingtaine d'items qui ont trait à l'environnement, dont celui-ci, il faut développer l'électricité nucléaire. Et puis vous avez plusieurs modalités de réponse. Alors, ces modalités de réponse, ben voilà, cochez la case correspondant à votre opinion. Alors, pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Voilà. Ça, la donnée brute, ici, c'est celle que vous avez sur le questionnaire. Alors, ça peut être un questionnaire papier pour simplifier. Hein. C'est un petit peu plus compliqué quand on fait les passations par téléphone, mais ça fonctionne aussi. Les gens s'entraînent un petit peu et y répondent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, quand vous avez une variable qualitative à modalité ordonnée, ici, premier réflexe, c'est de la considérer comme qualitative. Donc, quand je la considère comme qualitative, je fais des comptages. Ah, vous pouvez noter ça, qualitatif, comptage. Combien de personnes ont répondu pas du tout d'accord? Combien de personnes ont répondu pas d'accord? Etc., etc. Bon. Ça, c'est une première idée. Alors, c'est sûr que quand je fais ça, j'oublie que les modalités sont ordonnées. Sauf si je fais le diagramme en bâton, parce que si je fais le diagramme en bâton, cette fois, je vais mettre les modalités dans l'ordre. Là, c'est tentant de faire un diagramme circulaire, pour dire, ah bah tiens, quand je totalise les pas du tout d'accord et les pas d'accord, finalement, j'ai presque tout. Vous voyez? Là, c'est intéressant de faire le diagramme circulaire, par exemple. Hein. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est de dire, ah, est-ce que je peux les considérer comme quantitatives? Alors, je dis oui, on peut. Mais pour les considérer comme quantitatives, je vais faire un codage numérique. Alors, c'est un peu formel, distinguons la codification numérique, je dis bleu égale 1, rouge égale 3, codification numérique, du codage numérique, où là, c'est un sens statistique. Je vais dire, par exemple, pas du tout d'accord égale 1, pas d'accord égale 2, d'accord égale 3, tout à fait d'accord égale 4. Donc, je fais comme si j'avais donné une note. Un peu comme si je vous avais dit, bah écoutez, voilà, il faut développer l'électricité nucléaire, donnez-moi votre opinion par une note allant de 1 à 4. 1, vous n'êtes vraiment pas d'accord, 4, vous êtes tout à fait d'accord. Je peux vous poser la question comme ça aussi. D'accord? Alors, si vous prenez une codification numérique, du coup, vous pouvez calculer des moyennes. Donc vous notez, variable qualitative comptage, variable quantitative moyenne. C'est un bon point de repère souvent. Alors pourquoi je calcule la moyenne? Voilà, j'ai une population, je tombe sur, je sais pas moi, 2,4 en moyenne. Ah bah je suis bien avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Pas grand-chose. Par contre, si je dis, tiens, j'ai calculé pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, 2,4, pour les femmes, 3,2. Ah, c'est bien plus facile, pour comparer les populations, d'être passé par l'intermédiaire d'une moyenne. Donc vous retenez que lorsque vous êtes confronté à des variables qualitatives à modalité ordonnée, vous pouvez adopter les deux points de vue. Le point de vue qualitatif, vous faites des comptages, diagramme en bâton, diagramme circulaire, ou le point de vue quantitatif, vous calculez des moyennes, ce qui est particulièrement intéressant pour comparer des populations. Alors, pour terminer, avant la pause, car il y a de tradition de faire une pause, donc ne vous impatientez pas, il va y avoir une pause. Hein. Je fais allusion maintenant aux distributions théoriques. Alors, vous avez déjà eu tout ça par le passé, simplement je fais le lien
entre ce que nous venons de voir pour des séries numériques et des distributions théoriques. Alors prenons d'abord le cas discret et prenons le fameux exemple de la loi binomiale. Alors la loi binomiale, normalement, pour tous ceux qui n'aiment pas trop les maths ici, vous avez tendance à vous rétracter parce que ça a une odeur de lycée, ça a une odeur de classe prépa, c'est des trucs qui servent à rien. En fait, ça sert beaucoup la loi binomiale, figurez-vous, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, le schéma général de la loi binomiale, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez une urne. Dans cette urne, il y a des boules blanches et des boules bleues. Je tire un certain nombre de boules, 10. D'accord? Quelle est la probabilité que dans ces 10 boules, il y ait une bleue, 2 bleus, 3 bleus, 4 bleus, 5 bleus, etc. C'est ça la loi binomiale. Alors, il y a une formule, ici, dont vous êtes obligé de vous souvenir quand vous passez des examens, mais nous, on n'a pas trop de soucis avec ça. Alors voilà, ici, je représente par un diagramme en bâton. Je représente par un diagramme en bâton la loi binomiale de probabilité 1 tiers. Donc j'ai une urne dans laquelle j'ai 1 tiers de boules bleues. Je tire 10 boules. Quelle est la probabilité qu'il n'y en ait aucune bleue? Bah, il n'y a pas beaucoup. 1, ah bah voilà. 2, ouais, 20%, c'est pas mal. 3, 0,25. Ok? Voilà. Probabilité que j'en ai 8. Pas beaucoup de chance. Bon, donc ça c'est bien l'intuition. J'ai 1 tiers de boules bleues, j'ai peu de chance d'en tirer 10 des boules bleues. Donc ça, c'est ce que vous avez appris en prépa au lycée. Alors maintenant, je vous dis, ça, on s'en sert très souvent dans la loi binomiale. Alors, il y a un mot ici qui s'appelle test triangulaire. Qu'est-ce que c'est le test triangulaire? C'est une épreuve sensorielle. Je vous prendrai souvent des exemples d'analyse sensorielle, parce qu'on en fait beaucoup ici dans le cadre de l'agroalimentaire. Ce sont des données qui sont sympathiques, sont amusantes, les étudiants aiment bien ça. Il y a plein de stages sur le domaine sensoriel, il y a plein d'emplois, il y a des tas de CDI directement en analyse sensorielle. On a une petite spécialité ici. En tant que statisticien, ce n'est qu'un domaine d'application, mais c'est un domaine d'application dans lequel on a pas mal investi. Alors, le test triangulaire, à quoi ça sert? Vous travaillez chez Coca-Cola, c'est d'ailleurs, et c'est exactement le sujet de mémoire là, que j'avais cité tout à l'heure. Vous êtes chez Coca-Cola, vous avez des tas d'additifs dans toutes les boissons que vous faites. Et puis un jour, la Commission européenne interdit l'additif numéro tant. Donc il faut le supprimer et le remplacer par un autre. Mais ce qu'il y a, c'est que vos clients sont des experts, vous ne voulez pas changer votre Coca-Cola. Ok? Donc vous allez essayer de nouveaux additifs. Et maintenant la question, j'essaye un nouvel additif, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que j'arrive bien à reproduire mon Coca-Cola habituel ou pas? J'y arrive ou pas? Comment vous faites? Vous pouvez dire, c'est très simple, vous me prenez pour une cloche, je prends les 2 verres, et puis je vois bien si c'est pareil ou pas. Non, ça marche pas. Figurez-vous que ça marche pas. Parce que vous avez tellement envie peut-être que ça soit pareil, que vous allez dire, ouais, c'est pas mal, j'ai bien travaillé, j'ai trouvé le bon additif. Ou au contraire, vous êtes assez pessimiste, au fond, j'y arriverai jamais à trouver. Puis vous dites, non, c'est pas pareil. Donc autrement dit, ce protocole ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous devez déguster sans savoir ce que vous dégustez. Alors, le protocole du test triangulaire, c'est le suivant. Je prends un jury, ici 10 personnes, et à ces 10 personnes, je propose 3 verres. 3 verres. Dans 2, j'ai mis l'ancien, Coca-Cola. Dans 1, je mets le nouveau, celui que je teste. Ça, c'est pour certains types de personnes. Et puis pour d'autres types de personnes, le Coca qui est mis en double, c'est le nouveau. Et puis c'est l'ancien qui est mis tout seul. Bien. Et puis la question que je pose, c'est, voilà, je vous dis clairement les choses. Je vous donne 3 verres. Là-dedans, il y en a 2 qui sont les mêmes. Lesquels? Donc vous dégustez les 3. Et puis vous dites, ouais, c'est ces 2-là. Ça veut dire que peut-être vous avez trouvé. Ou alors vous dites, j'en sais rien. Moi, je ne réponds pas. Et je dis, si. Il faut absolument répondre. Et vous me dites, je vais répondre n'importe quoi. Oui, vous répondez n'importe quoi. Donc, j'ai dans ma population des individus qui répondent n'importe quoi parce que je leur ai imposé, et puis des individus qui, effectivement, savent bien reconnaître, savent bien faire la différence. Voilà. Et alors? Eh bien, on est dans le cadre d'une loi binomiale, figurez-vous. Donc, probabilité d'avoir une bonne réponse au hasard, c'est 1 tiers. Vous avez une chance sur 3 de bien répondre au hasard. J'ai interrogé 10 personnes. À combien de bonnes réponses je m'attends? Eh bien, combien de bonnes réponses je m'attends? Eh bien, voilà. Je m'attends à ceci. Donc, je m'attends en gros à 2, 3, 4 bonnes réponses. Si j'en observe 0, c'est un coup de malchance. Par contre, si j'en observe 8 ou 9, j'aurais tendance à dire, 8 ou 9, certainement, là-dedans, il y en a qui n'ont pas répondu au hasard, qui savent reconnaître, donc il faut que j'améliore ma formule. Alors, il y a ici en germe les tests statistiques qu'on verra
Non pas la prochaine fois, mais la fois d'après. Donc vous voyez un peu l'idée, cette loi binomiale, elle est cruciale ici. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit à quoi puis-je m'attendre si toutes mes personnes répondent au hasard. Elle me le dit, très clairement. Ensuite, je fonderai une décision à partir de ça. C'est ce qu'on verra dans 2 cours. Donc vous voyez, cette fameuse loi binomiale, elle joue un rôle très important en statistique. Alors, dernier point avant la pause, le cas continu. Donc le cas continu, c'est la fameuse loi normale qu'on prendra le plus souvent en exemple. On verra d'autres lois continues, mais enfin la plus importante, c'est la loi normale. Il y a une formule qui n'a pas trop d'importance pour vous. Ce qui est important, c'est de voir que la loi normale dépend de 2 paramètres, la moyenne et la variance, qu'on va redéfinir proprement tout à l'heure. Et l'idée, c'est que quand vous représentez une loi normale, vous représentez la densité. Tiens, comme l'histogramme. En fait, cette densité d'une variable continue, ça peut être vu comme un histogramme dans lequel je prends des intervalles de plus en plus petits. Et vous voyez, quand je les prends de plus en plus petits, la probabilité de tomber dedans devient quasiment nulle, mais la densité, elle n'est pas nulle. Vous voyez l'idée de bien distinguer l'effectif et la densité, en l'occurrence ici la proba et la densité. Alors la proba ici, c'est comme pour l'histogramme, sauf que c'est continu, c'est-à-dire que la probabilité de tomber dans un intervalle, ici, c'est l'air sous la courbe. C'est exactement comme l'histogramme finalement. C'est un histogramme dont les intervalles sont infiniment petits. Voilà. Donc ça, c'était important de faire le lien entre distribution théorique d'une part, et puis les graphiques pour une série numérique. Voilà. Alors je vous propose maintenant de faire peut-être, si vous êtes d'accord, une petite pause. Et donc nous reprenons, on va dire, dans 10 minutes. Mais dans 10 minutes, il faut que vous soyez installés. A tout de suite. Alors on a vu dans un premier temps donc tout ce que les graphiques pouvaient nous apporter dans l'analyse d'une série numérique. Alors comme je vous l'ai dit, les graphiques c'est une des façons de procéder pour obtenir des synthèses. L'autre façon de procéder, c'est des indicateurs, ce qu'on va voir maintenant. Alors le premier type d'indicateur, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de tendance centrale. Pourquoi on ne dit pas directement la moyenne? Parce qu'il y a d'autres indicateurs de tendance centrale que la moyenne. Alors, la première idée, c'est la moyenne. Je vous ai remis la formule ici. X bar égale 1 sur n somme sur les i des xi. X bar, c'est une notation à peu près universelle pour noter la moyenne de x. Là, il n'y a pas de difficulté. Alors, cette moyenne, elle a une propriété tout à fait remarquable que nous serons amenés à utiliser de très très nombreuses fois. Cette propriété remarquable, c'est ce qui est écrit à côté. Vous avez ici, quand vous faites la somme des écarts à la moyenne, donc xi moins x bar, c'est l'écart à la moyenne, quand je fais la somme des écarts à la moyenne, ça vaut 0. Alors ceux qui aiment bien les mathématiques pourront démontrer ça chez eux en regardant le cours. C'est très très facile. Et donc je suis sûr que vous allez réussir cette démonstration. Et vous remarquerez que quand on réussit une démonstration, si simple soit-elle, on a une sensation d'exaltation à nul autre pareil. Donc je vous recommande de faire cette démonstration. Elle n'est pas utile pour la compréhension, mais elle est utile pour se faire du bien. Alors il y a aussi la moyenne pondérée. Alors moyenne pondérée, ça veut dire qu'à chaque individu, on va accorder un poids. Alors ici, on note WI le poids. Donc au lieu de faire la somme des xi, on fait la somme sur les i des WIXI sur somme sur les i des WI. Bon, alors il faut que les poids soient positifs, ça c'est une petite contrainte. À quel moment c'est utilisé moyenne pondérée? Alors, je crois que le plus bel exemple de moyenne pondérée est fourni par les indices boursiers. Alors, les indices boursiers, on nous rebat les oreilles avec le CAC 40 qui monte, qui descend. C'est calculé comment tout ça? Est-ce que c'est une bête moyenne? Alors, le Dow Jones, c'est une bête moyenne. C'est-à-dire on prend l'action de la société A, plus l'action de la société B, plus le C, plus le D, etc. Point final. Ça, c'est ridicule. C'est une monstruosité statistique, ce truc-là. Quand vous voulez vous introduire en bourse, vous dites, voilà, je vends des actions. Bon, très bien. Ces actions, vous les vendez combien? Au début, c'est comme vous voulez. 50 €, 100 €, 10 €. C'est totalement arbitraire. On est bien d'accord. Donc ensuite, si vous avez une action à 10 € plus une action à 100 €, si vous faites simplement la somme, s'il y en a une qui monte plus vite, du coup, si c'est la grande qui monte plus vite, vous avez l'impression que votre bourse, elle augmente terriblement. C'est une aberration, le Dow Jones. Alors le CAC 40, c'est mieux, c'est pondéré. C'est pondéré tout simplement par la capitalisation boursière. C'est-à-dire une grosse société compte plus qu'une petite. Bon. Donc on met en poids le nombre des actions. Ça a l'air sympa comme ça.
Alors en gros, il se trouve, en fait, dans le cas particulier du CAC 40, ça ne suffit pas encore parce qu'il y a une capitalisation boursière qui est totale, qui est tellement énorme que du coup, le CAC 40, ça sera uniquement total, quasiment. Donc du coup, ils ont un petit peu fait quelques arrangements manuels. J'aime bien cette histoire. On part d'un indicateur qui est vraiment rustique, n'empêche qu'il fonctionne. Tous les journaux en sont pleins du Dow Jones. On l'améliore, on fait une moyenne pondérée. Techniquement, c'est mieux. Mais on voit tout de suite qu'il y a un petit inconvénient. Le petit inconvénient, c'est ce qu'on appelle les queues de distribution. Si vous avez un point qui est énorme, c'est vrai qu'à lui tout seul, il va infléchir terriblement. Donc ça, c'est un bel exemple de moyenne pondérée. Hein. Alors, il y a un autre indicateur de tendance centrale qui est la médiane. Donc, la médiane, si vous voulez, c'est la valeur qui partage ma population en deux, ceux qui sont plus grands et ceux qui sont plus petits. Voilà. Donc, la définition de la médiane, vous l'avez là. Vous commencez par ranger les valeurs par ordre croissant. Et puis, si n est impair, eh bien, la médiane, c'est la valeur du milieu. Et puis, si n est pair, eh bien, vous faites la moyenne des deux valeurs du milieu. Bon. Donc, quel est l'intérêt de la médiane par rapport à la moyenne quand vous avez des distributions qui sont très dissymétriques? Je pense les revenus. Bon, on a un peu l'intuition qu'un revenu moyen, c'est moins intéressant qu'un revenu médian. Un peu d'intuition, parce que dans le revenu moyen, si vous avez quelques individus qui gagnent des sommes folles, c'est vrai qu'on se dit c'est peut-être moins intéressant, ça influence trop la moyenne. Donc c'est vrai que la médiane a son intérêt lorsque l'on a des distributions avec une queue de distribution, hein, voire quelques individus complètement aberrants. Aberrants parce qu'ils sont excessivement grands. Voilà. Donc la médiane n'est pas sensible à ça, c'est ce qui fait son intérêt. Et puis surtout, finalement, c'est l'interprétation très simple. Si vous dites j'ai le revenu médian, ça veut dire voilà, il y a la moitié des gens qui gagnent plus, la moitié des gens qui gagnent moins. C'est assez clair. Alors, c'est pas tout d'avoir la moyenne, il faut encore la dispersion. Alors, la moyenne, vous voyez en quoi c'est un indicateur de synthèse. C'est intéressant de dire, l'an dernier, quelle était la note moyenne pour le module que vous suivez, statistique générale? Ouais, ça c'est une question intéressante. Est-ce que c'était 15, auquel cas vous pouvez dire c'est assez cool, ou est-ce que c'était 8, et auquel cas ça va être moins cool? Vous voyez, c'est intéressant d'avoir la moyenne. Ou la médiane. Maintenant, dispersion, c'est pas inintéressant non plus, parce que si vous avez par exemple une note moyenne de 12, mais une dispersion énorme, ou au contraire une dispersion très petite, c'est pas pareil. Si tout le monde a entre 11 et 13, c'est assez cool. Si par contre tout le monde a entre 0 et 20, certes la moyenne est à 12, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que pour faire une synthèse, on a besoin d'une tendance centrale, maintenant vous comprenez bien ce terme tendance centrale, médiane ou moyenne, selon ce que vous voulez montrer, et puis une notion de dispersion. Alors, la première notion de dispersion qui vient à l'esprit, c'est l'étendue. Quel est le maxi, quel est le mini? D'ailleurs, vous voyez, je vous dis, l'an dernier, il y avait les notes allaient entre 0 et 20. C'est la première idée. Voilà. Donc l'étendue, c'est historiquement la première mesure de dispersion. Hein. Les Grecs l'utilisaient déjà pour leurs mesures astronomiques. Hein. C'était assez intéressant pour encadrer leurs mesures. Alors il y a une notion qui est assez intéressante, c'est la notion de quartile. Alors, on a vu la médiane qui sépare en deux paquets nos individus d'effectifs égaux. Les quartiles, ça divise en 4 paquets d'effectifs égaux. Donc on va avoir 3 quartiles, et ces 3 quartiles, comme le montre le dessin, ils séparent notre population en 4 paquets. Un premier paquet ici qui sont plus petits que le premier quartile, un deuxième paquet ici compris entre le premier et le deuxième, un deuxième paquet, un troisième paquet. Donc évidemment, le deuxième quartile, qui n'est rien d'autre que la médiane, soit dit en passant, il n'est pas exactement au milieu de ces deux-là. Parce que par contre, ce sont les effectifs qui sont les mêmes. Ici, j'ai 25% de la population. Ici, j'en ai 25, 25, 25. Alors, vous retrouvez ici la médiane, et ceci, c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Qu'est-ce que c'est l'intervalle interquartile? C'est l'intervalle du milieu, si je puis dire, qui contient 50% de mes individus. Sachant qu'il y en a 25 au-dessus, 25 au-dessous. Voilà, intervalle interquartile. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique pour faire des petits dessins, dont notamment la fameuse boîte de dispersion. Ça, c'est un dessin qui est arrivé assez tard en statistique, mais qui est fort commode. C'est un dessin qu'on n'a pas vu tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas les moyens de le voir, on avait besoin de plusieurs choses, qui va être en concurrence avec l'histogramme. Alors, comment ça fonctionne? Cette boîte de dispersion, alors on appelle ça souvent une boîte à moustache, et puis les Anglais qui ont, il faut bien le dire, le génie des mots courts, appellent ça boxplot. Alors, voyons de quoi il s'agit. Une boîte à moustache,
Une boîte de dispersion, c'est quand même à la base un rectangle. Et ici, vous avez l'échelle de votre variable que vous représentez. Et ce rectangle ici, il contient 50% de la population. En fait, c'est l'intervalle interquartile. Vous reconnaissez ici Q0,25, la médiane, Q0,75. Donc vous visualisez l'intervalle interquartile. Et au milieu de cet intervalle, vous placez la médiane. Ensuite, vous mettez les moustaches. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous voyez des moustaches là-dedans? Ben, évidemment, parce que là, je le mets vertical, mais si vous le mettez horizontal, on voit des moustaches. Voilà, voilà pourquoi ça s'appelle boîte à moustaches. Alors ces moustaches, qu'est-ce que c'est? C'est ici une fois et demi l'intervalle interquartile. Vous voyez le 1,5 là. Une fois et demi l'intervalle interquartile. Et puis ici une fois et demi. Sauf qu'on ne prend pas exactement une fois et demi, on s'arrête. Vous commencez par prendre une fois et demi, et puis vous le rétrécissez pour que ça tombe pile sur une valeur réelle. Donc on sait qu'au bout des moustaches, si je puis dire, il y a un vrai individu. Voilà. Donc en principe, tout le monde est à peu près là-dedans. Et puis ceux qui ne sont pas dedans, eh bien les voilà, je les ai représentés par une croix. C'est ce qu'on va appeler des outliers. Alors, je n'aime pas trop utiliser systématiquement les mots anglais, mais celui-là semble assez irremplaçable. C'est des individus extrêmes, c'est pas exactement ça. C'est des individus suspects. Certains ont proposé suspect, mais ça rime à rien de proposer un suspect. Ils ne sont pas suspects du tout. C'est des outliers, voilà, ils sont en dehors des bornes, voilà, par définition. Voilà. Ça, c'est une boîte à moustaches. Figurez-vous que ça, c'est assez pratique pour comparer plusieurs populations. Et c'est plus pratique que les histogrammes, si vous voulez, quand vous avez beaucoup de populations à comparer. Regardez ces jolis dessins. Alors, on va prendre les notes en maths, donc ça varie de 0 à 20. On va prendre premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, bac. Et je représente mes 909 individus par ces boîtes à moustaches. Alors, qu'est-ce que je peux voir tout de suite? Je vois tout de suite qu'au bac, les notes sont meilleures. Donc je vois tout de suite cet effet de décalage. Hein? Je vois tout de suite cet effet de moyenne, ici. Je vois que du point de vue dispersion, c'est à peu près la même chose au début. C'est un petit peu plus dispersé pour le bac. J'ai quelques outliers ici. Bon, mais rien de particulier à mentionner. Alors regardons maintenant en philo. Ah bah philo c'est un cas. Alors là il a fallu improviser. Alors qu'est-ce que j'entends par improviser? Comment vous allez obtenir ces boîtes à moustaches? Alors tout à l'heure j'ai beaucoup cité Excel. Pour les choses simples on cite Excel. Mais ça c'est pas dans Excel, c'est un peu trop fin. On va vous apprendre très rapidement à vous servir d'un autre logiciel qui s'appelle le logiciel R. Et le logiciel R, Excel, si je puis dire, pour sortir notamment des boîtes à moustaches. Il sort beaucoup de choses, le logiciel R. Vous allez un peu souffrir au début, mais après, vous verrez, c'est la vraie vie. Hein. Alors, on sort les boîtes à moustaches. Alors, celle-ci, il faut être honnête, je l'ai faite à la main parce que ça ne passait pas dans les logiciels, c'était trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe? À la différence des maths, d'abord, je vois des écarts-types, là, des intervalles interquartiles beaucoup plus petits. Les notes en philo sont beaucoup plus concentrées. Voilà, elles sont beaucoup plus concentrées que les notes en maths. Bien. Je vois qu'au bac, elles descendent. C'est pas du tout comme en maths, hein. Ça descend. Et puis alors surtout, je vois des outliers. J'en vois plein. Alors, il y en a tellement ici que j'ai été obligé de symboliser par un carré quand il y en a des paquets de 10. Bon, donc ça, effectivement, ça a été fait à la main. Hein, parce qu'il est très particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'outliers? Eh bien, ça veut dire tout simplement la chose suivante. La plupart des notes sont très resserrées. Voilà. Ici, vous voyez, tous les individus, ils ont entre 8 et 10. Donc du coup, évidemment, un 18, un 16, ça paraît des valeurs complètement aberrantes par rapport à ce resserrement. Là, ça en dit long sur la façon dont nos amis philosophes effectuent leur notation. Hein? Alors, vous êtes aussi bien armés que moi pour interpréter ce type de graphique. Vous voyez que ces boîtes à moustaches, au début, ça paraît un petit peu loufoque. Sympathique, certes. Et puis finalement, c'est une très grande valeur d'usage. Essayez de faire la même chose avec les 4 histogrammes. On pourrait faire cet essai. Et bien vous verrez que c'est bien plus pratique d'avoir ces boîtes à moustaches hein, qu'on peut mettre sur une même ligne. On se sert, nous, constamment des boîtes à moustaches. On s'en sert plus que des histogrammes. On ne se sert que des boîtes à moustaches plutôt que des histogrammes même, lorsqu'on a plusieurs populations à comparer. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, indicateur de dispersion.
que ce qu'on a vu jusqu'ici, l'étendue, bon ok, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, intervalle interquartile, ça vous n'y auriez pas pensé. Bon. Alors il y a un autre indicateur qui est un nombre, hein, qui est l'écart absolu moyen. Alors qu'est-ce que c'est l'écart absolu moyen? Eh bien, ça correspond à l'idée suivante. L'an dernier, pour le module de statistique générale, les élèves ont eu 12 en moyenne. Bon. Alors maintenant, 12 plus ou moins combien? En moyenne, les gens, ils sont à combien de 12? Est-ce qu'ils sont en moyenne à un demi-point de 12? Est-ce qu'ils sont à 4 points de 12? Vous voyez, c'est intéressant comme notion. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? On pourrait dire, bah, c'est pas compliqué, je prends xi moins x bar, je fais la somme. Sauf que si je fais la somme des xi moins x bar, je tombe sur 0, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La somme des écarts à la moyenne est nulle. Donc je suis obligé de passer par la valeur absolue. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends les xi moins x bar, les écarts à la moyenne, je prends la valeur absolue pour mettre sur le même pied ceux qui sont les valeurs au-dessus et les valeurs au-dessous, et puis je fais la moyenne de tout ceci. J'obtiens l'écart absolu moyen. Alors les puristes calculent l'écart absolu moyen, non pas par rapport à la moyenne, mais par rapport à la médiane. Là, je ne prends pas parti. Honnêtement, dans ma pratique, je prends par rapport à la moyenne, mais bon, si vous voulez prendre par rapport à la médiane, ça marche aussi. Il y a de meilleures raisons théoriques pour prendre par rapport à la médiane, mais j'en dirai pas plus. Alors là, je vous ai mis un petit exemple numérique, hein. Si j'ai trois valeurs, moins 1, 0 et plus 1, bah, l'écart, ça vaut 1 ici par rapport à la moyenne, là ça vaut encore 1, donc je divise 2 par 3, ça me fait 0,6. Bon. Ça me donne un indicateur qui va me permettre, par exemple, de comparer la dispersion au module de statistique générale et puis au module d'écologie générale, par exemple, ou au module de statistique générale et au module qui suit après de modèle linéaire. Donc je peux comme ça comparer. C'est à ça que me sert un indicateur. Sinon le 0,66 tout seul ne me dit pas forcément grand-chose. Alors sauf si c'est des données que je connais bien, du style, l'an dernier, la moyenne était de 12 et l'écart absolu moyen était de 1. Ah bon, ça c'est bien ça. C'est bien de le savoir. Alors en fait, en pratique, ce qu'on utilise le plus, ce n'est pas l'écart absolu moyen, bien qu'il soit intuitif, c'est un indicateur qui est bien moins intuitif, écart type et variance, sachant que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, ça part de la même manière. Regardez la formule. Je prends xi moins x bar, donc je regarde les écarts à la moyenne, dont je vais faire une somme. Mais au lieu de prendre la valeur absolue pour éviter les problèmes d'annulation entre ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessous, je lève au carré. Donc ça ressemble un petit peu à l'écart absolu moyen. Je regarde les écarts à la moyenne, et puis je vois si ces écarts à la moyenne, ils sont grands ou ils sont petits. Sauf que je ne les prends pas bruts, je les élève au carré. Ça me donne la variance. Et cette variance, malheureusement, elle a comme unité les unités au carré. Si c'est des kilos, ça me sera des kilos au carré. Donc je prends l'écart type S. Donc S2, c'est ce qu'on utilise comme notation pour la variance d'une série numérique, petit s étant l'écart type. Alors l'intérêt de l'écart type, c'est qu'il s'exprime bien dans les mêmes unités que la variable qu'on étudie. Alors si je regarde cet exemple numérique, vous voyez que l'écart type, la variance vaut 2 tiers, l'écart type vaut 0,8. Donc l'écart type de 0,8, il est sensiblement plus grand que l'écart absolu moyen. Ça se démontre d'ailleurs que l'écart absolu moyen est toujours plus petit que l'écart type. Donc, quand vous comparez des dispersions, vous pouvez comparer des écarts absolus moyens si vous le voulez. Vous pouvez aussi comparer des écarts types, mais vous ne pouvez pas comparer l'un avec l'autre. Alors, on avait parlé d'Excel. Dans Excel, il y a des choses qui sont très pratiques. Pardon ? Votre question, c'est est-ce que je peux faire un commentaire sur 0,816 Si vous me demandez comment ça s'explique, je fais le calcul numérique, point. Si maintenant, le résultat général que je peux vous indiquer, c'est de vous dire que l'écart absolu moyen est toujours plus petit que l'écart type. Voilà. Alors maintenant, on va mieux comprendre l'écart type un petit peu par la suite. C'est une mesure de dispersion, comme la précédente, mais ce n'est pas la même mesure, et c'est pour ça qu'on n'a pas la même valeur numérique. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'écart type a de bonnes propriétés qui font qu'en pratique, on va conserver l'écart type. Alors, un petit passage dans Excel, où dans le menu outils, vous allez dans l'utilitaire d'analyse, statistiques descriptives, vous prenez un petit échantillon, ici, moins 1, 0, 1, et puis vous sortez les statistiques descriptives et les voilà qui sortent. Donc la moyenne, c'est bien 0, ça c'est bon, mais quand vous regardez l'écart type, ici, il vaut 1. Et la variance, elle vaut 1. Et ce n'est pas du tout ce que je vous ai indiqué. Retenez que dès l'instant qu'il est question de statistiques, Excel
est nul. Alors plus nul que nul, dirait Coluche, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est faux. Donc retenez ça, dans Excel, les stats ne marchent pas. Il y a plein de choses qui sont fausses, arbitraires, voilà. Alors je vous dirai pourquoi ils mettent 1, parce qu'il y a une raison. Donc méfiance extrême pour Excel dès l'instant qu'il s'agit de statistiques. Quand il s'agit de manipuler les tableaux, c'est parfait. Pour tout ce qui est statistique, la société Microsoft est trop pauvre pour se payer un statisticien. C'est fait par des informaticiens qui n'y comprennent rien, visiblement. En plus, ça doit être des stagiaires, je pense, qui font ça. Hein, enfin, toujours est-il que soit c'est moi qui ai la formule fausse, soit c'est eux, hein, mais on n'a pas raison tous les deux. Hein, bon, alors ça fait partie des raisons pour lesquelles on utilise très peu Excel pour les statistiques, mais uniquement pour les manipulations de données. Alors maintenant, écart type, variance, pourquoi on se sert de la variance alors que c'est moins intuitif que l'écart absolu moyen? Eh bien, c'est parce qu'il y a 4 bonnes propriétés qui sont tout à fait remarquables. Alors, la première, la notion de dispersion. Comment je l'ai présentée? Je dis, en moyenne, on a 12. Est-ce qu'on est très loin de la moyenne? Ok? Bon. C'est comme ça qu'on a amené l'écart absolu moyen, c'est comme ça qu'on a amené l'écart type. Maintenant, il y a une autre façon. La façon naturelle. Si je vous dis les camemberts Bridel là, que vous consommez régulièrement, est-ce qu'ils sont homogènes? Eh bien, en fait, vous comparez le camembert Bridel que vous mangez aujourd'hui à celui que vous avez mangé il y a 3 jours, celui d'il y a 3 jours à celui d'avant. En fait, votre notion de dispersion, là, c'est plutôt des comparaisons interindividuelles. Vous voyez, si je veux savoir si vous êtes très différents, ben, je regarde les individus, je les compare 2 à 2. Donc, vous voyez qu'il y a deux façons d'attaquer la notion de dispersion. Première idée, ben, je prends mes individus par paire, je vois bien si c'est les mêmes ou pas. Deuxième idée, je prends la moyenne, je regarde l'écart à la moyenne. Alors regardez bien la formule ici. En fait, 2 fois la variance, regardez à quoi c'est égal. C'est égal à 1 sur n2, somme sur i, somme sur j, des xi moins xj. Donc là, je suis en train de faire des comparaisons interindividuelles, d'accord? Je prends mes 2 individus, je mesure les tailles, je prends la différence de taille. J'élève au carré pour éviter les problèmes de signes. Et puis, je fais la moyenne, tout simplement. Je prends tous les couples et je divise par n2. Et ça, c'est égal à 2S2. Ça, c'est une sacrée propriété. Ça veut dire que quand vous utilisez la variance, à la fois, vous regardez la dispersion autour de la moyenne, et à la fois, vous regardez les dispersions interindividuelles. Ça revient au même. Vous n'avez pas à vous poser le cas de conscience sur mes données particulières, quelle est la meilleure façon de calculer la dispersion, puisque c'est la même. Donc ça, c'est un argument qui est très très fort. On n'a pas l'équivalent pour l'écart absolu moyen. Première remarque. Deuxième remarque. Alors, la notion de variance qu'on a introduite pour une série numérique, elle vaut, comme vous le savez, pour des variables aléatoires. Donc dans ce cas-là, on appelle ça grand V. Donc, je prends les variances de variables aléatoires. Si j'ai 2 variables aléatoires x et y indépendantes, eh bien la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Bon, cette formule, que vous retrouvez dans les cours de proba, qui est très facile à démontrer, hein, c'est la base du calcul d'erreur de nos amis physiciens. Donc eux, ils sont bien habitués à ça, au fait que les erreurs se cumulent. Et elles se cumulent comment? Ben, elles s'additionnent. Elles s'additionnent à une condition, c'est de les mesurer par la variance. Donc là, on a une propriété qui est une propriété technique, certes, mais qui est quand même drôlement importante. Alors regardez maintenant cette troisième propriété, qui est très curieuse aussi. X bar, c'est ce qui minimise somme des xi moins a. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi tout à l'heure je prenais la moyenne comme indicateur de tendance centrale? Vous pourriez me dire, bon, bah, ce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, c'est une bonne raison. Mais cette moyenne, elle est censée me représenter mes individus, d'accord? Donc voilà, je reprends mon note d'examen, j'ai eu plein de notes la dernière fois, je voudrais choisir une note qui représente bien les autres. Pourquoi je prends la moyenne? Eh bien, je prends la moyenne parce que c'est la plus proche des autres. Vous voyez? Xi moins A. C'est la plus proche des autres en ce sens-là. Donc c'est... Et là, j'obtiens donc la variance. Donc la moyenne, c'est le point qui est tel qu'il minimise la notion de dispersion dès l'instant que je la mesure par des sommes des carrés et non pas par des sommes de valeur absolue. Donc ça, c'est une troisième propriété qui est assez intéressante et qui justifie encore le fait de prendre des carrés. Spontanément, vous n'avez pas besoin que je vous démontre pourquoi on prend la moyenne pour représenter un ensemble.
On fait ça assez naturellement, trop peut-être. Eh bien, une des propriétés, c'est que ça la représente bien, c'est le point le plus proche des autres. Ah oui, en quel sens? Somme des carrés, pas somme des valeurs absolues. Sinon, c'est là. Sinon, ça serait la médiane. Alors, l'inégalité de bien-aimé, je la cite souvent, bon, elle n'est pas opérationnelle, mais ça a du sens quand même. Ça a du sens, c'est un peu une curiosité. Alors, ça fait un peu exercice de prépa, hein, mais tant pis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette inégalité de bien-aimé? Alors là, je vous ai repris la formule, là. Je regarde x moins x bar. Donc, c'est-à-dire, je regarde, est-ce que je suis loin de la moyenne ou pas? En valeur absolue. Et je vois si je suis loin, c'est-à-dire plus loin que A. Quelle est la probabilité, finalement, d'être très loin de la moyenne? Très loin, j'entends par plus loin que A. Plus loin de la moyenne que A. Alors ça dépend de A. C'est sûr que si je prends un A qui est très très loin, eh bien c'est sûr, la probabilité va être toute petite. Si par contre je prends A collé à la moyenne, alors regardez bien, ceci c'est majoré par S2 sur A2. Alors le fait qu'il y ait A2 ici, ça me va bien, c'est-à-dire que dès l'instant que je prends A grand, cette probabilité diminue. Très bien. Et ici, qu'est-ce qui apparaît? Une mesure de la dispersion. Et cette mesure de la dispersion, c'est la variance. Donc si vous voulez, la notion de variance, là, elle apparaît comme intrinsèquement liée à la notion de probabilité, c'est ça? Elle apparaît comme intrinsèquement liée à la notion de probabilité et de distribution. Ça, c'est très très curieux. Alors, ça c'est vrai, quelle que soit la distribution. Que vous ayez des distributions, on va dire, qui ont une allure normale, comme des tailles, des poids, des rendements sur des parcelles, ou que vous ayez des distributions complètement asymétriques, comme des comptages de bactéries, 0, 1, 150 millions. Ça, c'est des drôles de distribution. Eh bien, ça rentre dans le cas de l'inégalité de bien-aimé. Hein. C'est intrinsèque à la probabilité. Alors, d'un point de vue concret, si pour A, je prends 2S, c'est-à-dire 2 fois l'écart type, j'ai une probabilité de 1 quart. Concrètement, ça veut dire quoi? La probabilité d'être à plus de 2 écarts types de la moyenne. Donc j'ai la moyenne, 2 écarts types. La probabilité d'être à plus de 2 écarts types de la moyenne, quelle que soit la loi de distribution, est toujours inférieure à 25%. Toujours. Même si je prends mes distributions très très spéciales comme mes distributions de microbiologie. Vous voyez, c'est très très curieux. Alors, en fait, cet intervalle n'est pas tellement opérationnel. Pourquoi? Parce que justement, il prend en compte des situations tellement bizarres, puisque c'est un résultat très fort, très général, que du coup, on préfère des choses qui sont plus adaptées à nos données. Mais ça reste quelque chose d'important. Donc, en résumé, si je compare mes mesures de dispersion que sont l'écart absolu moyen et l'écart type, j'ai un écart absolu moyen qui a une interprétation directe. Moi, je m'en sers quelquefois de cet écart absolu moyen quand je veux communiquer des résultats à des gens qui ne sont pas statisticiens. Je leur dis, voilà, en moyenne, on est à temps de la moyenne. Mais dès l'instant qu'on fait des calculs, dès l'instant qu'on fait des comparaisons, on se sert de population, on se sert de l'écart type et de la variance selon les cas, pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Alors ici, la fameuse loi normale, il y a des choses qu'on sait un petit peu par cœur. Alors, la probabilité d'être à plus de 2 écarts types. Alors, ça, c'est une chose qu'on retient par cœur. Hein. Ça, c'est un graphique fait par un de mes collègues, c'est François Husson qui l'a fait. Voilà. J'ai une loi normale centrée sur mu. Là, j'ai l'écart type que je symbolise ici. Alors, mu plus 2 écarts types, mu moins 2 écarts types. Je suis dans l'intervalle, là, avec une proba de 95%. La vraie valeur, c'est 1,96. Mais 1,96, on retient 2. Donc, autrement dit, bien-aimé nous donnait 25%, d'accord? Dans les deux bouts. Ça fait 12,5 de chaque côté. Pour une loi normale, c'est 2,5 de chaque côté. Et les données que nous manipulons, généralement, ressemblent plus à une loi normale qu'à une loi complètement dissymétrique, complètement, on va dire, très 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 particulière. Quoi. Voilà. Alors, vous avez ici mu plus ou moins 3 écarts types, vous avez pratiquement tout le monde, 99,7%. C'est d'ailleurs l'intervalle plus ou moins 3 écarts types qui est souvent gardé en contrôle de qualité. Si on sort de là, c'est que vraiment il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est un ordre de grandeur que vous pouvez retenir. Voilà pour les indicateurs. On a vu indicateur de tendance centrale, moyenne médiane, indicateur de dispersion, l'étendue bien sûr, l'écart interquartile, nouveau pour vous, avec les boîtes de dispersion, très pratique.
Très très pratique. C'est très pratique quand on en a plusieurs à comparer. Si on n'en a qu'une, on fait l'histogramme. Hein. Mais quand je veux comparer plusieurs populations, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est très 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 pratique. Et puis, indicateur de dispersion toujours, l'écart type avec toutes ses propriétés. Alors maintenant, on va aborder une transformation des données qui s'appelle le centrage et réduction. Alors, le centrage et la réduction, d'abord, ça consiste en quoi? Quelle est la formule? Alors, la formule, vous l'avez là-haut. Centrer des données, ça veut dire qu'au lieu de regarder les xi, je regarde xi moins x bar. C'est-à-dire, je regarde la moyenne. Xi moins x bar, c'est ce qu'on appelle des données centrées. Lorsque les données sont centrées, si je recalcule leur moyenne, je tombe sur 0. Donc, c'est une façon de standardiser les données. Je mets toutes les moyennes à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle centrer. Réduire maintenant. Quand je réduis, je divise par l'écart type. Alors, diviser par l'écart type, ça veut dire que je prends l'écart type comme unité de mesure. C'est bien ça. Hein, j'ai des chaussures. Si je divise par 2, je compte en paires. Donc là, en divisant par l'écart type, je compte en nombre d'écarts types. Donc du coup, j'ai des nombres qui sont sans unité, hein, puisque ici, si j'ai des quintaux, j'ai des quintaux divisés par des quintaux. Alors ça, le centrage et la réduction, c'est une opération de standardisation d'un tableau de données qui est généralement perçue comme un préalable à des analyses statistiques ultérieures. Autrement dit, avant de faire l'analyse d'un tableau de données, je commence par harmoniser mes différentes variables. C'est bien ça, je les standardise. Du coup, elles ont toutes une moyenne nulle. Et la variance. Travail à faire à la maison. Si vous voulez faire une petite démonstration qui tient sur une demi-ligne, cette fois c'est un peu plus long, ben vous pouvez démontrer que si je recalcule la variance de ceci, c'est-à-dire la variance de ZI, eh bien je tombe sur 1. Donc, dans les données centrées réduites ont pour moyenne 0, pour variance 1. Elles sont standardisées. D'ailleurs, centrer réduire, in English, ça se dit standardized. Bon. À quoi ça sert? Je vous ai dit, c'est souvent commenté comme étant un préalable pour des analyses statistiques ultérieures. Mais ce que je vais vous démontrer ici, ce que je vais au moins vous illustrer, mais illustrer c'est démontrer dans ce cas précis, c'est que ces données sont intéressantes en elles-mêmes. Bon. Quand vous regardez un nombre, 17 euros. 17 euros, 80 quintaux, ça ne veut rien dire un nombre en lui-même. Ce nombre, il ne vaut que comparé à d'autres. Voilà. Quand vous étiez petit, vous étiez à l'école, et puis un jour à compo de maths, vous avez 15. Vous êtes content, vous rentrez chez vous, vous dites à maman, j'ai eu 15. Votre mère, je ne sais pas si elle est diplômée de statistique, mais elle comprend bien qu'un nombre doit être resitué dans un ensemble. Elle vous dit combien ont eu les autres. Elle vous dit ça à tous les coups. Donc, même si elle est juriste. Donc, un nombre n'a pas de sens en lui-même, il n'a de sens que dans un ensemble. Alors, c'est ce que fait le centrage et la réduction. Alors, allons-y. Je compare pour deux matières, mathématiques au premier trimestre et philosophie au premier trimestre, les notes 18 en maths et 15 au premier trimestre. Il n'y a aucun doute, 18 c'est une note plus élevée que 15, vous êtes bien d'accord? Bon. Simplement, est-ce que l'étudiant qui a eu 18 en maths, est-ce qu'il doit être plus félicité que celui qui a eu 15 en philo? Ah, voilà la question. Ben, ça dépend. Combien ont eu les autres? C'est ce que vous disait votre maman. Alors je commence par regarder la moyenne. Et je me dis, tiens, la moyenne en maths c'est 10,64, moyenne en philo 8,99. Ah bah oui. Alors du coup, je regarde l'écart à la moyenne. Il est encore à l'avantage des maths. 7,36. 6. Donc celui qui a eu 18 en maths, il est à plus de 7 points au-delà de la moyenne. C'est bien. Celui qui a eu 15 en philo, il est à plus de 6 points. Donc on pourra dire, bon, bah, l'affaire est entendue. Le 18 en maths est plus loin de la moyenne que ne l'est le 15 en philo. C'est entendu. Donc c'est mieux d'avoir 18 en maths. Pas tout à fait, parce qu'il y a encore maintenant la notion de dispersion. On a vu tout à l'heure, les notes en philo sont très serrées. Vous vous souvenez de ça? C'est pas facile d'accrocher un 15 en philo, ça vous le savez. C'est pas facile. En fait, vous avez cette intuition-là. On va le démontrer par le calcul. Alors maintenant, je prends les écarts types. Regardez, l'écart type en maths 2,85, l'écart type en philo 2. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas facile d'accrocher un 15. Alors maintenant, je divise
écart à la moyenne par l'écart type. J'obtiens 2,58 ici, j'obtiens 3 ici. Ah. Du coup, c'est la note en philo qui est la plus remarquable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remarquable? L'intuition, c'est de dire, elle est plus proche de la moyenne, le 15 en philo est plus proche de la moyenne que n'est le 18 en maths, sauf que les enseignants de philo, ils ont tendance à doter très serré autour de la moyenne. Donc ce 15 revêt une valeur exceptionnelle, rare. Alors que les profs de maths, vous nous connaissez, ils mettent 18 comme ça. Enfin, presque. Hein? Alors, 2,58, c'est plus petit que 3. Alors, 2,58, c'est quand même largement au-delà de la moyenne. Donc, on voit que c'est une valeur remarquable. Attendez, il ne s'agit pas de dire à celui qui ramène 18 que c'est très banal. Hein, pas du tout. 2,58. 2,58, c'est pas mal. Vous allez me dire, mais comment vous savez ça? Eh bien, je sais ça. Je prends ma référence à la loi normale. Et je sais qu'au-delà de 2 écarts types, d'accord? Au-delà de 2 écarts types, donc au-delà de 2, ici, ça commence à être des choses un peu rares. Effectivement, je n'ai que 5% des données au-delà de 2 écarts types. Donc, le 18, là, je ne peux pas émettre un jugement absolu sur ce 18. Sur le 2,58, je peux. Je dis, oui, c'est assez rare, c'est pas mal. 3, c'est encore plus rare, encore mieux. On a vu, hein, c'est 0,007, la probabilité. Ah ben, les voilà, les probas. 5 pour 1000, 1 pour 1000. Bon. Alors, à quoi ça sert, ça? Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Là, on est en train de comparer des valeurs de variables différentes. C'est bien ça. Quand vous centrez et vous réduisez, vous standardisez tellement vos valeurs que vous pouvez les comparer d'une variable à l'autre. Bon. Vous voyez pas ce que je veux dire? Je vais donner un exemple. Voilà la phrase « Pierre est plus grand que Paul n'est lourd ». Réfléchissez bien. « Pierre est plus grand que Paul n'est lourd ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Vous dites, oh là là, c'est la fin de matinée, là. Pierre est plus grand que Paul n'est lourd. Eh bien, Paul, je vais vous dire, il pèse 80 kilos. C'est un bel homme, quand même. Mais Pierre, il fait 2,13 m. Ah, bah oui, on comprend. En fait, ça veut dire que Pierre est plus remarquable par sa taille que Paul n'est remarquable par son poids. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. 2,13 m, 80 kilos. Ouais, ça y est, on comprend. Bon, donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on connaît bien les tailles. Donc on sait immédiatement replacer une valeur dans son contexte. Et quand on ne sait pas, on utilise des données santé réduites. Un exemple vécu. J'ai travaillé pendant un moment avec le comité interprofessionnel des vins doux naturels, Perpignan. On travaille beaucoup sur le vin ici. On avait le choix entre vin et pommes de terre, on a pris vin. Bon, c'est comme ça. Donc il m'envoyait des données, très bien. Il m'envoie son tableau de données. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je vous conseille, c'est-à-dire je commence par faire le centrage et réduction de mon tableau de données. Opération qui est assez facile. Qu'est-ce que j'ai en individu? J'ai en individu des cuves de propriétaires. Cuve 17 de M. Caz. Ça ne me dit rien, moi. Si, je sais que c'est un producteur connu. Et qu'est-ce que j'ai en colonne? Eh bien, j'ai des constituants chimiques. Isobutanediol. Moi, je ne suis pas chimiste du vin. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, isobutanediol. Mais je calcule les données centrées réduites. Et je vois la valeur centrée réduite d'isobutanediol sur la cave 17 de M. Caz, je vois 4,12. C'est pas normal. Donc j'ai écrit à monsieur, c'était Torres d'ailleurs. Je lui dis, pourriez-vous vérifier la teneur en isobutanediol de la cuve numéro 17 de M. Caz? Ça c'est du courrier ça quand même. Hein. Donc il vérifie et il me réécrit. Ah oui, monsieur Payot, mon cher monsieur Payot, etc. J'ai bien vérifié. Effectivement, il y avait une faute. Il ne faut pas prendre l'ancienne valeur, mais la nouvelle. Et après, il me dit, mais monsieur Payot, comment faites-vous, vous qui ne connaissez pas la chimie du vin, sans vouloir vous offenser? Alors, je lui dis surtout pas comment je fais, parce que je ne pourrais pas justifier mes honoraires avec un centrage-réduction. Mais vous, vous êtes des amis, donc je vous donne le tuyau. On prend le tableau de données, on repère tout de suite s'il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est une très grande valeur d'usage. Hein. Retenez bien ça. Alors, pour terminer, 3 graphiques historiques quand même. Alors, le premier graphique, c'est le premier diagramme en bâton. Donc, c'est les Anglais qui ont inventé ça. Ils ont inventé pas mal de choses. Hein. 1786. Hein. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il l'a enlevé dans la 2e édition. Vous remarquez au passage, alors c'est des tableaux d'échange, hein, import-export de l'Écosse, avec différentes parties. Bon.
Vous remarquez qu'il les a triés quand même, c'était pas mal hein, à l'époque. Hein. Et alors à la fois, les bâtons vont par paire puisqu'il a import-export. Voilà, c'est un rôle historique assez sympathique. Alors, dans le même bouquin, le premier diagramme circulaire, c'est joli. Il avait hésité, il a fait ça aussi. C'est intéressant de voir comment les gens ont procédé. Hein. Donc voilà les premiers diagrammes circulaires. Alors le plus beau graphique, toute catégorie. Hein. Il est terrible ce graphique, il est terrible. Il est terrible. C'est pour vous montrer que tout ce que je vous ai indiqué, ce sont des graphiques standards qui vont vous rendre service dans des tas de cas. Et puis de temps en temps, vous pouvez tomber sur un graphique choc. Alors voilà le graphique choc établi par M. Minard en 1869. Paris, le 20 novembre 1869. Alors, vous comprenez bien, carte figurative des pertes successives de l'armée française sous la campagne de Russie. Donc ici, vous avez la carte de Russie. Vous avez la carte de Russie. Vous voyez l'avancement de la Grande Armée et vous voyez sa diminution petit à petit, sa diminution, et à la fin, il ne reste plus grand-chose. Hein. Il est terrible ce graphique. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pris dans Wikipédia, tout simplement. Hein. J'en avais d'autres versions, mais celle de Wikipédia est très propre. Eh bien, mes chers amis, sur ce beau graphique, se termine ce premier cours. Bon appétit et puis à demain.